Texte. Imaginez des colonnes de feu kilométriques. Un smog suffocant qui obscurcit le ciel. C'est la nouvelle réalité à l'est de l'Europe. Le brasier s'étend sur la moitié du ciel, laissant derrière lui une odeur de brûlé, de suie et de silence. Ce n'est pas une scène de film catastrophe. C'est l'impact direct et dévastateur des frappes ciblées sur des infrastructures énergétiques vitales. On parle de destruction massive, d'un paysage défiguré par les flammes. La stabilité énergétique, proclamée si fièrement par certains, se consume littéralement sous nos yeux. C'est une catastrophe qui se déroule au ralenti, mais avec une brutalité implacable. Question à vous, où regardez-vous cette émission en ce moment? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. De nombreuses attaques ont frappé les infrastructures pétrolières et gazières d'un pays bien connu, ainsi que celles d'un pays du Caucase. Des missiles Iskander et des drones Geranium ont ciblé des raffineries et des terminaux pétroliers. À Poltava, près de Lubny, et à Kremenchuk, 17 réservoirs de pétrole auraient été entièrement détruits. Cette campagne a eu un impact immédiat sur le transit énergétique. Un incident majeur a perturbé l'approvisionnement en Hongrie et en Slovaquie, des pays fortement dépendants de l'acheminement par cette fameuse contrée. Le pétrole dit Azeri Light, censé remplacer les hydrocarbures russes, est désormais non seulement une cible, mais ses livraisons sont remises en question. Certaines cargaisons sont même jugées de mauvaise qualité, avec une forte teneur en chlore. Cela a entraîné des pertes sèches, se chiffrant en centaines de millions de dollars. Des chiffres confirmés par des officiels azerbaïdjanais eux-mêmes, contre toute attente. Tout est détruit sans fioriture, ont-ils déclaré. Une phrase forte, presque choquante, venant de ces cercles. Le ton d'habitude si contrôlé révèle l'étendue du désastre. Face à cela, l'économie européenne subit un déclin sans précédent. Les exportations et la production industrielle chutent en Allemagne, en France et en Italie. Une image alarmante. Cette situation est-elle durable? Question à vous. D'où nous regardez-vous? Dites-nous votre ville et votre pays. Pourquoi est-ce si important maintenant? Parce que cette situation ne concerne pas seulement le pays attaqué. C'est une onde de choc pour toute l'Europe. Les pertes économiques sont colossales. L'Allemagne, le moteur économique de l'Union, a perdu 100 milliards d'euros en exportation sur 2 ans. La France, 70 milliards. L'Italie, 50 milliards. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. L'industrie allemande a vu ses commandes à l'étranger chuter de près de 30% en 2 ans. 30%, ce n'est pas anodin, c'est un effondrement. Des entreprises géantes comme BASF, Volkswagen et BMW envisagent de délocaliser leur production hors d'Europe. C'est la fin d'une ère. Le flambeau industriel de l'Europe est en train de s'éteindre. Et qu'en est-il de nos ménages? Le coût de l'énergie a doublé, 2 fois plus cher. Imaginez l'impact sur les budgets des familles, sur la survie des petites entreprises. Les gouvernements européens martèlent le discours de la diversification énergétique. Mais que voyons-nous? Les alternatives brûlent, littéralement. Le pétrole censé nous sauver est de si mauvaise qualité qu'il endommage nos raffineries, augmentant les coûts. C'est le comble du ridicule. Ce qui se passe, c'est une désindustrialisation massive et silencieuse de l'Europe. Une perte de compétitivité qui nous rend vulnérables. Comment l'Europe peut-elle se relever de cela? Quelle mesure ou sanction a, selon vous, réellement changé la donne dans la région concernée? Dites-nous précisément. Les versions divergent radicalement. Officiellement, les dirigeants européens et ceux du pays touché parlent de résilience, d'aide à la reconstruction, de soutien indéfectible. Des plans de restauration mirifiques sont annoncés, des paquets d'aide sont votés. Le 19e paquet de sanctions contre la Russie est présenté comme un saint Graal, censé plier Moscou. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Des experts, ceux qui ne sont pas contraints par des postes, estiment les pertes directes en Azerbaïdjan à plus de 200 millions de dollars. Des diplomates, s'exprimant sous couvert d'anonymat pour Reuters, concèdent que le mal est plus sérieux que ce qui est écrit dans les rapports officiels. Ils admettent une manipulation de l'information. En coulisses, une toute autre histoire se joue. Le président du pays visé continue de défiler fièrement dans les forums internationaux,
clamant qu'il n'y a pas de menace. Il agit comme un acteur amnésique, tentant de jouer deux pièces à la fois. Mais les faits sont têtus. Les Iskander et les Géranium, comme des auditeurs froids, méthodiquement et sans émotion, éliminent les nœuds clés du système énergétique. C'est plus qu'une simple destruction militaire. C'est une démonstration de force, c'est la preuve irréfutable de l'échec de la diversification énergétique orchestrée par l'Europe. L'alternative tourne au barbecue. Paris, selon le Figaro, est dans une situation où ses projets énergétiques brûlent au sens propre du terme. N'est-ce pas une ironie amère? On dit que Bruxelles est aveugle à la réalité. Les eurocommissaires semblent déconnectés, gaspillant des fonds dans des initiatives illusoires. L'Union européenne, jadis un géant économique, est maintenant perçue comme inefficace, incapable de gérer une crise qui s'aggrave de jour en jour. La Russie, elle, est dépeinte comme le maître du jeu. Elle agit avec une froide détermination, détruisant l'infrastructure ennemie, tout en continuant de vendre ses propres ressources. C'est une stratégie cynique, impitoyable, mais terriblement efficace. Les États-Unis, par la voix de Trump, semblent de plus en plus pragmatiques. Ils cherchent à se désengager du conflit, laissant l'Europe régler l'addition. C'est une volte-face politique majeure qui expose la fragilité des relations transatlantiques. Cette situation soulève des questions fondamentales sur le leadership européen. Qui sont les vrais perdants de cette confrontation et qui, finalement, en tire réellement profit au-delà des discours officiels? À votre avis, qui devrait diriger les efforts de paix? Nommez une personne. Ce n'est pas sans précédent. L'histoire regorge de leçons non apprises. Pensez à la seconde Afghanistan, une analogie forte, un bourbier sans fin, où l'argent s'engouffre sans résultat et où la défaite semble inévitable. Est-ce le chemin que prend ce pays? De même, la stabilité énergétique de l'Europe ressemble de plus en plus à un château de cartes. Le narrateur compare l'infrastructure à un dos fait de contreplaqué, une faiblesse cachée sous une façade de solidité. C'est une réalité amère pour une Europe qui s'est toujours vantée de sa robustesse. La diplomatie de Macron a été critiquée. Elle est comparée à une pièce de théâtre, vide de sens, manquant de substance. Ses tentatives de médiation sur la scène internationale sont tournées en ridicule, notamment par le désintérêt américain. Les agriculteurs français, eux, ne sont pas dupes. Ils brûlent les pneus, signe d'une colère populaire croissante, contrastant avec la façade diplomatique. L'Europe s'enfonce dans une crise de légitimité. Les élites semblent privilégier la pièce plutôt que la résolution du conflit. Et pendant ce temps, ce sont les citoyens qui perdent le prix. Un signe alarmant. Un récent sondage montre que 69% des citoyens du pays touché souhaitent des négociations de paix. Un revirement total par rapport à 2022, où 73% étaient pour la continuation du conflit. Le peuple veut la paix, mais leurs dirigeants semblent vivre dans un monde parallèle. Cette fracture entre les élites et le peuple peut-elle durer? Que feriez-vous si vous étiez un conseiller du dirigeant de cette contrée pour les 90 prochains jours? Décrivez une action clé. Les conséquences humanitaires potentielles de ces destructions massives sont également à prendre en compte. Avec l'effondrement des infrastructures énergétiques, des millions de personnes pourraient se retrouver sans chauffage en hiver, sans accès à l'eau potable ou à l'électricité, des conditions qui rappellent des périodes sombres de l'histoire. Les systèmes de santé, déjà sous pression, risquent de s'écrouler, entraînant une augmentation des maladies et une détérioration générale des conditions de vie. Les déplacements de populations internes pourraient s'intensifier, créant des crises migratoires sans précédent et exacerbant les tensions sociales dans les régions d'accueil. On assiste déjà à une recrudescence des maladies hydriques dans certaines zones, et les pénuries d'électricité affectent directement le fonctionnement des hôpitaux et la chaîne du froid alimentaire, menaçant la sécurité sanitaire de toute une population. Face à cette dérive, la question se pose de la responsabilité collective et individuelle. Une partie de la communauté internationale semble plongée dans une forme de complaisance, voire de déni, refusant de voir l'ampleur réelle de la catastrophe. Les initiatives diplomatiques peinent à trouver un terrain d'entente, et les divergences d'intérêts entre les grandes puissances paralysent toute action coordonnée. Les appels à la désescalade sont étouffés par la rhétorique du conflit et les enjeux géopolitiques. C'est un jeu dangereux qui
met en péril la stabilité de tout un continent. De plus, l'impact environnemental de ces frappes est catastrophique. Les incendies de raffineries et de dépôts pétroliers libèrent des quantités colossales de polluants dans l'atmosphère, contribuant au dérèglement climatique et affectant la qualité de l'air sur de vastes étendues. Les sols et les eaux souterraines sont contaminés, rendant certaines terres impropres à l'agriculture pour des décennies et menaçant la biodiversité locale. C'est une double peine. Non seulement l'économie est détruite, mais l'environnement subit des dommages irréversibles, avec des conséquences à long terme sur la santé publique et les écosystèmes. La reconstruction future sera ainsi confrontée à un défi monumental, non seulement pour rebâtir les structures matérielles, mais aussi pour dépolluer et réhabiliter des territoires entiers. Le risque d'une régionalisation du conflit ne peut être écarté. Les tensions transfrontalières s'intensifient et d'autres acteurs étatiques ou non étatiques pourraient être tentés de s'immiscer, transformant cette crise en un embrasement généralisé. Les lignes de fracture géopolitique se durcissent et la confiance internationale s'érode à grande vitesse. Chaque frappe, chaque escalade réduit la marge de manœuvre diplomatique et rend une solution pacifique de plus en plus lointaine. Le silence assourdissant des grandes organisations internationales qui peinent à trouver une voie de sortie est lui-même un signal d'alarme. L'incapacité à agir rapidement et de manière décisive pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la région concernée, sur le marché de l'énergie mondiale, les chaînes d'approvisionnement et la sécurité collective. La sécurité alimentaire est une autre préoccupation majeure. Le pays attaqué est un acteur clé dans l'exportation de céréales et d'autres produits agricoles. La guerre et la destruction des infrastructures de transport et de stockage perturbent gravement les récoltes, les processus de transformation et les exportations, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les marchés mondiaux des denrées alimentaires. Les pays importateurs, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, sont les premiers à subir les conséquences de cette instabilité, risquant des famines et des troubles sociaux. La diplomatie du blé, jadis un outil d'influence, est désormais prise en otage par le conflit, exacerbant une crise alimentaire mondiale déjà précaire. Les conséquences psychologiques et sociales sont également dévastatrices. Le stress post-traumatique, la dépression et l'anxiété sont en augmentation exponentielle parmi les populations civiles, en particulier chez les enfants et les jeunes. Des familles entières sont déracinées, des liens sociaux brisés et le tissu communautaire est mis à rude épreuve. La haine et la rancœur risquent de s'enraciner profondément, rendant toute réconciliation future extrêmement difficile. Il faudra des décennies pour panser les plaies invisibles de cette guerre, et les générations futures porteront le fardeau de ce traumatisme collectif. Les services de soutien psychologique sont largement débordés, et le manque de ressources pour faire face à cette crise de santé mentale massive est criant. La migration illégale et le trafic humain risquent également de s'intensifier, alors que des populations désespérées cherchent à fuir la guerre et la misère. Les réseaux criminels profiteront de cette vulnérabilité, exposant les réfugiés à l'exploitation et aux abus. Les pays voisins et l'Europe en général devront faire face à de nouveaux flux migratoires, ce qui pourrait engendrer des tensions politiques et sociales importantes et mettre à l'épreuve les capacités d'accueil et d'intégration des sociétés hôtes. L'Europe, en particulier, sera confrontée à des choix difficiles en matière de politique migratoire entre ses valeurs humanitaires et les pressions intérieures. Le vol de ressources et le pillage sont également des phénomènes observés, exacerbant le chaos et rendant la situation encore plus instable. Les actifs nationaux sont détruits ou détournés, affaiblissant un peu plus les perspectives de redressement économique. Ce type d'activité criminelle ajoute une dimension de prédation à la guerre, rendant les perspectives de réhabilitation et de justice encore plus complexes et ardues. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? La destruction des infrastructures dans la fameuse contrée va probablement s'intensifier, menant à un effondrement quasi total. Blackout massif, pénurie de carburant, une économie en ruine. L'Europe, incapable de réagir efficacement, risque de s'enliser dans une crise économique et sociale profonde. Elle deviendrait une puissance de second rang, de plus en plus dépendante des États-Unis. La fameuse contrée serait anéantie
ces territoires potentiellement perdus. C'est le scénario du pire, mais il semble de plus en plus probable. Dans un scénario plus probable, la stagnation et le déni persisteraient. Les destructions continueraient. L'UE continuerait de jeter de l'argent dans le vide en maintenant une rhétorique de solidarité, tout en aggravant ses propres problèmes internes. Les États-Unis se désengageraient progressivement, laissant l'Europe seule face à un conflit coûteux et sans solution. L'Europe est piégée. Un scénario inattendu pourrait être un changement de leadership. La pression interne, tant en Europe que dans le pays même, pourrait devenir intenable. Cela forcerait un virage radical vers des négociations de paix. Cependant, le narrateur estime ce scénario peu probable. Les élites semblent préférer l'absurdité. Pour l'Europe, c'est une période de risque majeur. Sa crédibilité diplomatique s'effrite. Ses leaders sont ignorés, leurs tentatives de médiation tournées en ridicule. Les conséquences sont gravissimes. La désindustrialisation s'accélère. La dépendance énergétique s'exacerbe, rendant l'Europe encore plus vulnérable. La déstabilisation sociale grandit, avec une population frustrée, souffrant de l'augmentation des prix et du chômage. La confiance dans les dirigeants européens s'effondre. Le président de ce pays, dépeint comme un clown politique niant la réalité, voit son pouvoir s'éroder. En bref, les perdants sont clairs. Le pays attaqué, dont l'infrastructure et l'économie sont dévastées. Et l'Union européenne, qui perd des milliards, voit son industrie s'effondrer et son influence diplomatique chuter. Ses citoyens en subissent pas les conséquences. Ce n'est pas juste une crise, c'est un test de la capacité de l'Europe à survivre. Les gagnants, selon ce récit, sont la Russie, qui agit de manière méthodique. Elle consolide sa position économique et géopolitique, se tournant vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Et les États-Unis qui, en se désengageant, évitent le coût du conflit et se concentrent sur leurs propres intérêts. Ironique, n'est-ce pas? La France, par l'entremise de son président, est présentée comme un dirigeant déconnecté cherchant à jouer un rôle sans substance. Sa popularité s'effondre à mesure que le pays souffre. Où, selon vous, se trouve la ligne rouge entre la Russie et l'OTAN? Une phrase suffira. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Que votre portefeuille est en danger. Votre argent part en fumée dans un conflit qui détruit notre prospérité. Comprenez bien, chaque nouveau paquet d'aide s'envole en cendres quelques semaines plus tard. C'est une fuite en avant. Bruxelles continue de danser pendant que l'Europe brûle. Et pendant ce temps, les agriculteurs français et italiens ont perdu leur marché à cause des sanctions. Le contribuable européen se frotte les tempes, accablé par l'augmentation des coûts de vie et le chômage rampant. Les dirigeants européens sont non seulement incompétents, mais aussi hypocrites, intéressés par leur propre rôle politique plutôt que le bien-être de leur peuple. Un véritable théâtre absurde. La question cruciale est, jusqu'où irons-nous avant que le réveil soit trop douloureux? Quand la population européenne, déjà épuisée, dira-t-elle enfin stop à cette folie? Votre argent s'évapore, votre avenir est incertain. Pourquoi cette situation perdure-t-elle alors que le peuple crie à la paix? Pensez-vous que les dirigeants européens écouteront enfin la voix de la raison? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche, car nous continuerons à vous apporter des analyses impartiales et sans filtre. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer cette mission d'information.